Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans Dance is the Blood, Hélène et Rosa ont découvert que leurs origines n'étaient sans doute pas celles qu'elles croyaient. Nous reprenons alors que Rosa vient de passer un coup de fil à sa sœur pour en avoir le cœur net. Bonne écoute de Dance is the Blood, épisode final. Tu raccroches le téléphone, je sais pas si t'as la gorge nouée, si dans quel état d'esprit t'es, si t'es déterminé, mais ça t'a fait du bien et ça t'a donné de l'énergie pour... tu sais qu'elle a raison et qu'il faut clore ce truc-là. Ouais, ce qui m'a plu quand même, c'est de refaire une connexion avec ma famille actuelle et de leur donner des nouvelles. L'air de rien, parce que c'est vrai que je suis toute seule ici et qu'au départ j'ai dit que j'étais à Keswick, personne ne sait que j'étais à Manistee. Et que finalement je suis pas complètement folle puisque il s'avère que potentiellement j'ai été effectivement adoptée. Donc ça me rassure aussi sur toutes les choses étranges, enfin pas toutes mais bon, sur certaines choses étranges que j'ai commencé à découvrir. En fait, tout d'un coup, je me dis, je sais pas quelle heure il est, je sais pas si Hélène est encore dans la salle ou si elle est montée. Oui, elle doit être encore dans la salle, je pense. Et je vais la voir et je lui dis comme ça, un peu de façon ingénue, je lui dis mais avez-vous des frères et sœurs ou de la famille à appeler ça peut être intéressant d'échanger avec eux. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je viens de faire et écoutez, Hélène, il s'avère que peut-être effectivement j'ai été adoptée. Je vous avoue que Rosa, moi c'était déjà une hypothèse que je me suis faite en écoutant Mary, mais en même temps, pour avoir pas mal côtoyé les milieux pauvres à Londres, je sais que des enfants orphelins, il y en a beaucoup et que ça peut être une forte probabilité, voilà, d'avoir été adopté. Moi, je vous avoue que c'est quand même assez étrange et me dire que peut-être que ma mère biologique s'est suicidée, je sais pas trop comment recevoir ça et en même temps, j'ai pas forcément envie d'appeler ma mère. Je trouve que c'est pas le genre de choses dont on peut parler au téléphone. Je ne sais pas comment elle peut le recevoir. Elle est seule chez elle. Vous n'avez pas envie de savoir, avoir la confirmation que votre mère n'est pas vraiment votre mère et que... Je ne sais pas. Tu réalises, tu comprends pourquoi tu es celle que tu es maintenant. Tu comprends ton art. Tu comprends pourquoi tu aimes peindre des cauchemars. Tu te dis que ça a un lien avec cette histoire de famille. Tu te dis que ça a peut-être un lien avec la mort de ta mère. Peut-être que toi t'arrives à les faire transparaître mais qu'elle n'arrivait pas, ou peut-être qu'il y a quoi. C'est peut-être même fascinant de t'apercevoir que tu viens, et même rassurant de voir que tu viens d'une famille un peu ténébreuse et sombre, en accord avec ton art, en accord avec qui tu es en fait. Et autant pendant longtemps tu voulais quitter cet endroit, t'en avais marre, tant plus ça avance, plus tu trouves quand même des échos à ton art. Donc après le repas, je suppose que vous allez dormir. Okay. Relever le lendemain matin, vous arrivez, il y a Ada, la tenancière qui est là, qui prépare le petit déjeuner. Elle vient discuter un petit peu avec vous et vous expliquer est-ce que vous avez bien dormi? Votre sommeil était très lourd et en fait vous avez pas eu de cauchemar particulier, mais parce que puis elle commence à vous parler un peu elle vous fait un peu le guide touristique. C'est parce que vous voyez, moi j'ai fait mettre le téléphone, mais au début il voulait pas, parce que Manistee c'est la troisième village qui a été construit. Avant il y avait Low Manistee, c'était le village d'avant. Et en fait il est un peu plus bas là, vous allez pouvoir le voir, il y a des ruines un peu plus bas qui sont plus proches du lac. Et c'est Low Manistee. C'est un village qui a été détruit, je sais plus pourquoi, et en fait ils ont reconstruit New Manistee, donc Manistee actuel ici. Et je crois même que c'est intéressant, il y a historiquement, archéologiquement, et je crois quand même que au niveau du lac, il y a Lower Manistee, le premier village de Manistee,
qui existait encore avant Manesti. Donc il y a Lower Manesti, Low Manesti et New Manesti. C'est étrange ça de refaire les villages comme ça. Bah il y a des gens qui habitent là, ils ont leur champ, ils ont leur... Ça arrive qu'il y ait des villages qui étaient complètement inondés et du coup ils ont reconstruit le village. Peut-être c'est l'eau qui est montée, peut-être que c'est... C'était ça ma question en fait. Je sais pas, moi j'en sais pas plus, moi je suis venu bien plus tard. Des deux villages. Alors faut pas écouter Eugène, parce que Eugène il va vous expliquer que c'est un fantôme qui vient de lac et qui... ouais. Il est comme Bob. Faudrait qu'il rencontre Bob, il s'entendrait bien. Enfin bon, je vais pas vous retarder. Donc vous finissez de faire un petit déjeuner, puis elle débarrasse, puis elle fait la vaisselle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je passe un coup de fil encore. Ouais. Tu coup de fil à un ami? Oui, j'aimerais appeler Martha, ma voisine et journaliste. Ok. Tu veux que j'en fasse ou je te dis ce que je veux faire? Tu veux dire quoi? Tu veux savoir quoi? En fait, si elle a un peu de temps ou par hasard, je voudrais savoir si elle a des infos sur la région, en fait, sur justement Manesti, Lower Manesti, Low Manesti. Si elle sait que, je sais pas, si en 1905, il s'est passé des choses bizarres, étranges dans la région, des faits divers. Je sais pas. En fait, tu poses ces questions à Martha, ça? Ouais. Et tu dis qu'elle va se renseigner. Mais vu la région dans laquelle t'es, c'est vraiment local, quoi. Tu poses ta question et elle, par gentillesse, elle va le faire parce que c'est ta voisine. En même temps, ça te permet de lui dire où est-ce que t'es. Donc ça, c'est pas mal. Mais même en lui posant la question, t'y crois pas trop. Et ensuite, vous faites quoi? Bah, c'est vrai si on petit déjeune ensemble, on refait le point, quoi. Parce que hier soir, on a échangé sur nos impressions, mais on s'est pas forcément dit ce qu'on allait faire ce matin. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on a deux options. Soit on rentre à Keswick, soit on continue nos investigations. Et a priori, la prochaine étape sera forcément l'école. Moi, après mon coup de téléphone à ma sœur, je me suis sentie comprise. Et elle m'a encouragée à découvrir la vérité, donc je suis plutôt dans cet état d'esprit. Après, Hélène, si toi, je respecte totalement le fait que tu n'aies pas envie de forcément connaître tes origines et de rester sur ta vie telle qu'elle est. Par contre, oui, j'ai bien conscience que tu es dépendante de mon véhicule, mais sinon tu peux m'attendre à l'auberge ou alors retourner à pied à Keswick. Mais moi, en tout cas, je compte en profiter d'être ici pour en découvrir plus, je sais pas, pour découvrir un maximum, avoir le fin mot de l'histoire. Moi, je décide de t'accompagner tout simplement pour pas te laisser toute seule. Parce que je trouve que cette contrée, elle est vraiment très étrange, peu rassurante. Et en fait, c'est plus par solidarité que je t'accompagne que par curiosité. Et voilà, j'ai pas envie de te laisser toute seule, donc je viens avec toi. Bon, merci. Vous allez où? Je laisse Rosa choisir. Je préfère commencer par l'endroit qui est peut-être le plus rassurant entre guillemets, donc ça va être l'école. Mais donc tu sais où se trouve l'école? Ouais, je dis à Hélène que je veux commencer par l'école. Vous arrivez vers ce bâtiment banal et désaffecté. C'est une petite école victorienne avec filles d'un côté, garçons de l'autre. Le bâtiment n'est pas verrouillé. Vous rentrez à l'intérieur et il y a une épaisse couche de poussière qui recouvre les rangées de bureaux en bois. Le tableau noir, derrière l'étoile d'araignée, montre une équation. Des mauvaises herbes et de la mousse passent à travers les dalles du sol. Vous vous souvenez de cette petite pièce depuis votre enfance. Elle semble beaucoup plus petite qu'elle ne devrait être. Vous vous dirigez toutes les deux, spontanément, vers un petit bureau. Votre petit bureau. Votre place. Et vous vous asseyez. Vous ouvrez le bureau et à l'intérieur il y a votre petit cahier. Des colliers, des collières. Avec votre prénom.
sur une étiquette, sur le cahier. Vous cherchez peut-être des informations dans cette école, des papiers. L'une d'entre vous va trouver un cahier d'enfant, pas le sien, mais un cahier. Et dedans, il y a une histoire qui est écrite. Dans les papiers, Rosa, tu vois que tout a été arrêté en 1929. Jack Waring, ton père biologique, est parti d'école, sans en dire mot à personne. Il y a même glissé sous la porte une lettre d'un parent d'élève avec une plainte ou quelque chose comme ça qui explique il n'y a plus personne à l'école, c'est scandaleux, enfin voilà, quelqu'un qui s'inquiète de sa disparition. Tu veux lire la lettre? Voilà le cahier d'enfant, Hélène? Il était une fois une petite fille qui vivait à Manesti, et un jour elle trouva une main grise gluante sortant de terre. Elle ne sut pas quoi faire. « Qu'est-ce cela ?» demandait-elle, mais sa maman et son papa ne savaient pas. Le jour suivant, pendant qu'elle marchait le long du bois, elle vit un monstre, et il était serpentin et gluant, et lui souriait. La petite fille retourna à la maison et le dit à sa maman et à son papa, mais ils ne la croyaient pas. Puis, les monstres serpentins et gluants sous la terre arrivèrent cette nuit-là et mangèrent la petite fille et sa maman et son papa. Et ils dévorèrent la maison et avalèrent ses briques. En dessous, il y a un dessin avec un espèce de monstre humanoïde à la peau striée qui sort du sol. Vous comprenez juste un tout petit peu, peut-être, pourquoi ce village est fait de façon un peu défensive. Et ça fait un peu écho au... Bien sûr, ce conte est folklorique, mais là où vous en êtes, vous comprenez que tout est complètement farfelu et incohérent avec l'histoire des premières Manesti qui avaient été construites auparavant. Vous montez sur la lande. Elle est perchée donc sur une crête, le vent hurle autour, ça vous glace jusqu'aux os. Vous parcourez cette lande et vous arrivez à une petite maison de bois abandonnée. Les fenêtres sont fermées, la porte close. Qu'est-ce que vous faites? Elle est abandonnée. Elle semble abandonnée. Oh bah moi de toute façon là, comme je suis reboostée, alors peut-être qu'on fait le tour pour voir si éventuellement il n'y a pas une fenêtre ou il y aurait une planche qui manquerait. Et si c'est pas le cas, moi je me débrouille pour essayer. À la limite, je vais dans la voiture chercher des montres peu. Alors elle est tout en bas la voiture. La porte elle est fermée là, je t'ai dit juste. Bah je sais pas, j'essaye de. Tu ouvres la porte qui n'est pas verrouillée. À l'intérieur, il y a une odeur de poussière, de bois. Et une odeur légère, étrangère, à peine définissable, qui ressemble à un mélange de terre et l'acidité de la bile. Les lames du parquet grincent, assourdissantes dans le silence. Qu'est-ce que vous faites? Alors, au sol, il y a des papiers, des livres, beaucoup de gribouillages, de croquis, de schémas, presque scientifiques. Il y a une cuisinière à gaz portable qui est inutilisée. Il y a un miroir accroché au mur qui est complètement strié, rayé au niveau du visage quand on se reflète dedans. Et il y a un poste de radio sans fil posé par terre. Il y a un étage. Moi, je vais en premier vers les papiers. Ouais, j'aurais tendance à faire ça aussi. Ben, je pense qu'on a suffisamment pour qu'on regarde un peu toutes les deux. De quel type de papier ouais. Vous commencez à trier les différents papiers. Cela va vous prendre du temps. Au bout d'un moment, vous trouvez un espèce de tas de papier. Ça te parle, toi, Hélène? Tu remarques... En fait, il y a des espèces de monstres qui sont dessinés. Des êtres bizarres,
un peu humanoïde mais étrange. C'est dessiné, hein, c'est pas imprimé. Oui. Okay. Et tu remarques une obscurité au fond de chacun. Cette touche d'obscurité que tu ne peux t'empêcher de mettre dans chacun de tes tableaux. Tu penses que c'était juste une ombre en fait, mais non. Tu vois que sciemment, on a mis cette noirceur dans cette silhouette. Vous continuez à chercher dans les différents papiers et vous tombez au bout d'un certain moment sur un arbre généalogique qui contient votre nom. Il y a votre père, Jack, Victoria. Ensuite, Rosa, l'aînée, suivie d'Hélène et de Geoffrey. Et partout autour, il y a des dessins un peu folkloriques de monstres. Quand vous remontez cet arbre généalogique, et les personnages dessinés n'ont pas de nom, mais sont difformes entre hommes et créatures. Et plus on remonte, plus ce sont des créatures. Vous réalisez l'implication que cela a. Vous êtes les héritiers de Jack, qui était un monstre. Ce qui fait de vous aussi des monstres. Puis d'un seul coup, la radio grésille. Vous entendez des parasites. Les mêmes que tu entendais déjà. Mais derrière ces parasites, vous entendez comme une voix. Qu'est-ce que vous faites? Bon, ça, moi, je m'approche de la radio, je tends l'oreille, quoi. Ouais, j'essaye de... Rosa. Je comprends toujours, il y a toujours plein de choses que je comprends pas. Mais je m'approche, je vois que Hélène s'approche. Ou tu continues à te plonger dans les papiers, je sais pas, tu... Peut-être, du coup, parce que je me dis... qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qui était cet homme? Il a quand même été directeur de l'école. Je veux dire, si c'était un monstre, enfin, de quel monstre on parle? Enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Dans les papiers divers, tu trouves une lettre étrange, une missive de quelqu'un. Ça a l'air d'un religieux. Tu sais pas trop, et la date te surprend. Il y a une voix déformée et gutturale, mais familière. Hélène! Rosa! Vous êtes là? Oui, nous sommes là. Où es-tu? Ah! Je suis heureux. Venez! Venez dans ma maison! Mais où es-tu? C'est toi, Hélène? Oui. Je vous attends, je suis sous terre. Moi, je m'approche de la radio parce que j'entends ça, je lève la tête de ce que j'étais en train de lire. J'ai qui êtes-vous? Je suis ton père, Rosa, je suis Jack. Pourquoi vous êtes parti? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi maman s'est suicidée? Pourquoi on a été abandonnés? C'est le grand cycle. Personne ne peut l'arrêter. Vous le savez, vous l'avez en vous. Chaque siècle, nos frères sous terre se lèvent et viennent récupérer la terre. Chaque siècle, ils reviennent. Ils déchirent les humains, les briques et les enfants. Chaque siècle, ils réapparaissent. Bientôt, ils se relèveront et ils déchireront Manesti. Et vous ressusciterez avec eux. Vous serez avec nous, dans notre famille.
Écrit sur le dos d'une feuille et je mets à Hélène, on s'en va. Partons d'ici. Et moi, je te fais signe de la tête que oui. De toute façon, vous allez le sentir, vous allez le vivre la même chose, que vous le refusiez ou non. Vous êtes notre héritage. Je vous ai dit, bientôt, Madestie sera dévorée et vous réveillerez à mes côtés. Bon, moi, je quitte Tu quittes les la lieux. masure, ouais. Bah, moi, je suis Rosa. De toute façon, je lui ai dit que je la suivais, donc... Vous sortez des lieux. Oui. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Je cours jusqu'à la voiture. À l'auberge. Bah oui, je te retiens et je te dis, Rosa, on va pas partir sans nos bagages quand même. Faut faire vite, Est-ce que tu peux... Tiens, je lui donne... Peut-être je vais garder la clé de ma chambre. Est-ce que tu peux aller prendre ma valise, elle est petite. Je t'attends dans la voiture, je manœuvre pour me garer, j'attends avec le moteur qui tourne et Ok. tout. Ok. Tu vas faire ça? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce que t'a dit ton père? Moi, ça m'interpelle parce que il a l'air de parler d'héritage et que, en fait, quelque part, nous aussi, on est des monstres. Donc moi, ça me parle vu mes toiles. Mais après, je me dis, on a quand même plus de 30 ans et mis à part ces toiles, de quelle autre façon peuvent se manifester ce côté monstrueux chez nous, en fait? Ou même quand je regarde Rosa, je ne vois rien de monstrueux chez elle. À la limite, chez moi, ça peut s'exprimer par mes dessins, mais chez Rosa, je ne vois pas de quelle façon peut s'exprimer ce côté monstrueux. Et donc, quand il nous menace comme ça, je dis, bah, non, enfin, nous, on n'est pas des monstres et je vois pas pourquoi on irait tuer des gens. Rosa, qu'est-ce que tu penses de ce que dit ton père? Je pense que cet homme est complètement fou, que dans les petits villages, ils ont trop d'histoires, de folklore, de légendes, de fantômes, de Loch Ness et je ne sais quoi, et que pour expliquer des phénomènes naturels comme, je ne sais pas, un tremblement de terre ou une inondation, eh bien, c'est lié à il y a forcément des êtres étranges responsables, etc. Malheureusement, je pense qu'ils ont perdu un peu l'esprit et que moi, je vais reprendre ma vie d'avant et que je vais quitter ce lieu. Très bien. Voilà, Dans quel état tu es physiquement? Ah là là, je suis très nerveuse. J'ai qu'une envie, c'est de partir, de prendre la route. J'espère que je vais réussir à quand même bien me concentrer parce que de mémoire, la route, elle est t'as mauvaise. des symptômes physiques de tout ça ou pas? J'ai les mains qui tremblent, peut-être. J'ai la main qui tremble, chaud. Voilà, j'ai peut-être un peu de palpitations. Je me dis, j'espère que Hélène va bien. Je fixe la porte de l'auberge en espérant que j'attends qu'Hélène ressorte. Tu te sens vraiment très très bizarre. C'est-à-dire, Tu sens ton énervement. Tu sens peut-être ton tremblement de la main. T'as couru, mais tu n'as pas chaud. Tu n'es pas en sueur. Tu n'as pas de symptômes normaux de quelqu'un qui a couru, qui est anxieux et qui est impatient. Tu vas voir Ada ou quoi? Tu vas dans les chambres, tu poses les clés. Moi, je file en fait parce que je vois que Rosa, elle est dans un état. Est-ce que donc Ada est pas là? Tu peux prendre les affaires. Est-ce que tu pars sans payer ou est-ce que tu laisses Non, bah je laisse quelque chose quand même. Tu laisses quelque chose et tu pars. Oui, c'est ça. Et tu rejoins rapidement. T'arrives pour mettre les bagages dans le coffre. Je vois que la voiture elle est toujours en train de tourner. Elle est tournée dans la direction de la route de retour et donc je me dépêche avec les 2 valises quand même. Faut se les traîner quoi et voilà. Et je monte à côté de Rosa, qui a l'air un peu perdue dans les yeux, un peu perdue dans le vague là, mais qui a les mains sur le volant. Elle a l'air déterminée. J'avais la main qui tremblait de nervosité sur le volant en attendant Hélène. Je suis ravie de la voir sortir de l'auberge et là je sens quelque chose de bizarre alors que j'avais des palpitations, j'en ai plus. Et alors que j'avais l'impression que mes mains étaient moites, en fait, c'est plus étrange que ça. La peau semble vraiment, vraiment distendue, comme passée
après plusieurs heures dans l'eau. Et je regarde mes doigts. Et je vois autre chose au niveau de la pulpe de mes doigts. Je vois... j'ai comme une écorchure. Et en dessous, il y a autre chose. Il n'y a pas de pulpe rouge. Il y a comme des écailles. Et en fait, Hélène, tu me vois regarder avec des grands yeux ouverts, fixes l'intérieur de ma main, en fait, qui tremble. En fait, je suis tellement habituée aux choses étranges et j'ai tellement vécu dans l'environnement de mes toiles cauchemardesques que, bizarrement, c'est pas que je suis pas surprise, mais je suis un peu sidérée à la voir et je suis partagée entre rester pour essayer de l'aider, mais comment, et fuir. Donc pour l'instant, je suis un peu en train de regarder ce qui se passe et pour l'instant, je reste toujours assis à côté d'elle et je lui demande ça va, Rosa? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens comment? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va pas du tout. Tu n'as aucun symptôme? Tout va bien pour toi? Pourtant, pour l'instant, je regarde mes mains, mais tout va bien. Écoute, j'arrête. Je pense que je vais encore changer d'avis. Je suis désolée, Rosa, mais là, Tu veux que je prenne le volant? C'est plus grave que ça. J'ai le même symptôme que Geoffrey. Je fais comme ça. Je lui prends mon pouls. Et donc là, je regarde, je mets mes doigts dessus et j'essaie moi déjà de me calmer pour essayer de sentir son poil et. Tu sens pas de pouls, Rosa. Et du coup, je lui montre ma main. Je lui dis, regarde. Tu vois pas grand-chose en fait. Tu vois pas bien. Il y a une toute petite écorchure. Je deviens folle ou je... Qu'est-ce que tu fais? Tu frottes l'écorchure? Ouais. Tu frottes l'écorchure et en fait, tu vois, elle est entre... Tu vois, j'ai une coupure là. Elle frotte comme ça, comme pour l'élargir. Ouais. Parce qu'elle voit qu'il y a quelque chose dessous. Et elle se déchire la peau. D'accord. Tu t'attends à voir la chair, le sang, tu sais, et la douleur, quoi, c'est horrible. Elle a pas mal. Et en dessous, tu vois... comme une peau serpentine. Striée. Comme sur les dessins de la petite fille. Hélène, petite sœur, tu sais conduire. Écoute, je te laisse les clés. C'est perdu pour moi. Je vais retourner à la maison de papa. Je ne pourrais pas avoir une vie normale, c'est pas possible. Il avait raison finalement. C'en est fini de moi. Et puis je sors de la voiture et. Bon, visiblement, j'ai pas le temps d'essayer de la raisonner. Comme ça, du coup, je me dis, de toute façon, si je pars pas d'ici, personne ne saura ce qui lui est arrivé. Est-ce que je vais pouvoir l'aider? J'ai pas trop l'impression. Je me dis que moi-même, je vais peut-être aussi commencer à me transformer. Après tout, je suis un peu plus jeune qu'elle, donc peut-être que ça va arriver un peu plus tard. Donc, je décide de prendre la voiture et de partir. Ok. Épilogue. Tu pars, Hélène. Tu fonces vers Keswick. Peut-être tu t'arrêtes là-bas, ou peut-être tu rentres directement chez toi. Je sais pas ce qu'il en est. Rosa, tu te diriges vers la maison de ton père. Je ne sais pas si tu y parles, mais en tout cas, tu vas à l'étage où il t'a indiqué il y a un couteau. Il t'explique que ce soir, Geoffrey doit le rejoindre. Tu attends la nuit dans cette maison. La nuit, tu te réveilles. Tu sors de la maison et tu vois une pelle qui est là. Tu la prends avec toi. Tu sais ce que tu as à faire. Tu marches le tour du lac jusqu'à Castlereagh Rise, un cercle de pierre de la région. Et tu commences à creuser. Puis, arrivant à travers la lande trempée, frigorifiée,
Geoffrey arrive, souriant. Tu regardes les herbes autour de toi qui ondulent dans le vent. Tu regrettes l'absence d'Hélène, mais tu te dis que si elle était là, elle danserait comme ces herbes. Geoffrey se couche à tes pieds. Il est nu. Et tu lui tranches la gorge, les épaules, les mollets, et le pousse dans la terre, où il va lentement descendre rejoindre ton père. Et tu danses, mettant tes bras à l'horizontale et tournant sur toi-même. Rosa, quand viendra ton heure, que feras-tu? Est-ce que tu essaieras de te débrouiller toute seule? Ou est-ce que tu demanderas à Hélène de t'aider? Moi, j'espère que Hélène ne va pas se transformer. Je me dis que si un jour elle se transforme, elle sait où je suis, elle connaît l'histoire. Donc ça sera à elle de décider si elle veut venir ou si elle veut mettre fin à ses jours comme notre mère l'a fait. Et moi, je sais pas. Je me débrouillerai. Je me dis que si personne vient, je me noierai dans le lac ou un truc comme ça. Mais je quitterai plus Manesti parce que je peux pas, connaissant ma condition, je peux pas revenir à ma vie d'avant. Et je sais pas ce que je fais. Je sais pas si je garde mon apparence humaine quand même. Non, parce que tu sais pas, mais à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, à l'endroit où devrait y avoir ton visage, tu vois des yeux horizontaux et des plis sur toute ta peau. Tu te vois tel que tu es, un monstre, et ça t'horrifie. Alors tu rayes le miroir. Hélène, tu rentres à Keswick. Peut-être tu attends un peu, ou pas. Rosa ne vient jamais. Tu passes pas la nuit dans la région, tu roules, et en pleine nuit, tu as très mal à la tête, comme si on t'attendait un appel très loin, qui t'appelait, mais tu résistes et tu continues parce que t'es éveillé. Tu retournes à Londres, épuisé. Et quelques temps plus tard, pas longtemps, quelques semaines, mois, tu as envie de retourner d'un seul coup à Keswick, prendre des nouvelles de Rosa, à Manesti. T'as envie de peindre. C'était magnifique là-bas en fait. Le lac était splendide. Et est-ce que tu y retournes? Non. Je préfère garder le souvenir de mes dessins. Pendant des nuits et des nuits, tu n'arrives pas à dormir. Chaque nuit, cela t'appelle. Chaque nuit, tu veux y retourner. Je dessine. Je peins. Et au fur et à mesure des nuits, des jours, tu t'aperçois que ton visage dans la glace se transforme peu à peu. Et tu deviens un monstre, celui des petits dessins de la petite fille. Tu reviens en haut. Et je me dois dans le lac. Le moment venu, Rosa, tu retournes à Castle Wright, tu creuses ta tombe, et, regrettant que ta sœur ne soit pas venue t'accompagner, tu effectues le rituel sur toi allongé, avant de t'effondrer et de pénétrer dans ce sol et de t'enfoncer dans ce sol. Hélène, tu remontes à Keswick, tu n'as aucune nouvelle de Rosa. En enquêtant, tu t'aperçois qu'elle est restée à Manesti tout le temps et qu'un jour elle est partie. Comme Jack le fit. Comme Geoffrey le fit. Désespéré, tu veux mettre fin au cycle et tu décides de prendre la voiture, le seul souvenir de Rosa, et de partir avec, t'enfoncer dans le lac, en espérant mettre fin à la malédiction.
Et ainsi se termine Dance in the Blood. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast dans l'univers de Cthulhu. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Obscurolist. En fait, tous les 119 ans, ils vont dévaster un village. Ah non, ça me fait penser à ça. Dans Peut-être. ça, c'est ça. Tous les 119 ans, Ouais. ils vont venir dévaster un village Ouais. et le réclamer en fait pour leur parrain. Et ils sortent de terre et dévastent tout et ils redescendent en terre. Mais un jour, un des enfants, Jack, lui, il est resté à la surface et il a épousé Victoria. Il a eu des enfants avec Victoria et il a vécu sa vie. Parce qu'en fait, quand vous naissez, vous êtes humain. Et c'est après que vous vous transformez. Et Victoria, elle a compris, en regardant la lettre de l'évêque, les différentes informations, et en s'intéressant à la Low Honesty et Low Honesty qui ont 119 ans d'écart, qu'il y a une espèce de fatalité, parce qu'elle a compris que Jack était un monstre. Et elle a cru comprendre que vous en étiez aussi. Et donc, pour vous protéger, en pensant que c'était les lieux qui étaient à l'origine de tout ça, elle vous a envoyé le plus loin possible. Et elle pouvait pas supporter de plus être proche de vous, d'être la femme d'un monstre, et donc elle s'est tuée. C'est ça qui s'est passé. 20 ans plus tard, Jack se remarie. Il a 2 petites filles. Et il constate physiquement des stigmates de sa monstruosité. Donc il essaie d'enquêter, de comprendre. En fait, il va se réfugier dans une petite maison en haut de la lande là, et il comprend ce qu'il est, et il décide de partir en fait, de rejoindre ses parents, ce qu'il a dessiné sur son âme généalogique. Et ensuite, vous avez été appelé à cet endroit-là parce que il y a visiblement dans l'évolution, qu'on arrive à un certain âge où on a un appel en fait. Un appel de notre hérédité qui nous fait venir. C'est pour ça que Geoffrey était là, qui savait pas pourquoi. C'est pour ça que toi t'étais là. C'est pour ça que Rosa, toi aussi t'étais là. Et vous étiez là. Le but c'était d'envoyer Geoffrey rejoindre les siens, puis ensuite c'était Rosa, puis ensuite c'était toi. Et pour rejoindre votre famille. Et ceux qui l'ont fait ont rejoint leur famille, car en fait depuis votre naissance vous êtes des monstres. Et ceux qui l'ont fait se sont suicidés. Est-ce que ça met fin à la malédiction ? Non, puisqu'en fait, il y a toute une population de monstres qui existe sous Manesti. Mais ça fait, tu as choisi l'humanité plutôt que la réalité de qui tu étais. Et Rosa, toi, tu as peut-être tellement atteinte psychologiquement, tu as choisi en fait l'hérédité plutôt que ton humanité, parce que tu n'avais plus ta place dans ce monde d'humains. Donc tu as choisi la place que tu avais en tant que ton physique, que ta condition te rendait. Ouais. Voilà, c'est comme ça s'est fini.